Simplement maintenant Philippe Ménaché, alors, en passant évidemment au cœur. Et voilà, voyons maintenant où en est-on pour le cœur et quelles sont les différences avec le foie et le rein. Merci beaucoup, messieurs les présidents, mesdames, messieurs. Alors, juste pour poser le problème qui se pose ici, je vous montre cette seule diapositive qui illustre bien la place croissante que prend aujourd'hui l'insuffisance cardiaque en pratique cardiologique, avec cette augmentation régulière et inexorable du nombre de patients hospitalisés pour cette pathologie. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est bien sûr de l'insuffisance cardiaque grave, c'est-à-dire celle qui est réfractaire aux traitements médicamenteux habituels et pour lesquels on dispose déjà naturellement d'un certain nombre d'options thérapeutiques. Non pas tant les interventions de remodelage chirurgical qui ne s'adressent qu'à des formes anatomiques bien limitées, non pas tant les thérapies cellulaires ou géniques qui poursuivent un objectif de régénération, laquelle reste à ce jour un objectif plus qu'une réalité, mais bien les interventions de remplacement, qu'il s'agisse de la transplantation du cœur artificiel, et c'est dans ce cadre qu'on peut effectivement discuter, envisager, rêver à un cœur autoconstruit. Rappelons que le nombre de transplantations cardiaques en France est remarquablement stable au cours des années. Il n'y a pas de raison de penser qu'il va augmenter. Vous voyez qu'on tourne aux alentours de 350, alors qu'on estime que par an, il y a 10 000 nouveaux cas d'insuffisance cardiaque grave dans notre pays, ce qui donne une mesure donc du fossé à combler. N'oublions pas non plus que l'assistance cardiaque est maintenant rentrée dans la pratique des services de chirurgie cardiaque, principalement sous la forme des dispositifs d'assistance ventriculaire gauche, la plupart du temps dans l'attente d'une transplantation, mais également déjà sous la forme de cœurs artificiels totalement implantables. Nous n'en sommes bien entendu qu'au début, mais ça n'est plus non plus un rêve, c'est devenu une réalité. Alors, dans ce cadre-là, donc, peut se discuter le cœur autoconstruit. Quels sont les problèmes techniques? Il y a pour le cœur deux grands types de problèmes. Le premier d'entre eux, qui n'est pas le plus compliqué, c'est la décellularisation dont il a déjà été question. Décellularisation qui se fait principalement par des procédés chimiques plus ou moins efficaces. Vous voyez en haut et au milieu des procédés qui ne sont pas très efficaces, puisqu'il reste beaucoup de cellules, et par comparaison, vous voyez en bas une technique parfaitement efficace, puisque vous avez un nettoyage pratiquement complet des éléments cellulaires. Vous notez également des petites étoiles qui indiquent les structures vasculaires, et de fait, si ce cœur décellularisé est transplanté en position hétérotopique, eh bien la restauration d'un flux sanguin permet, comme vous le voyez, le remplissage du réseau vasculaire. Cela étant, quand on regarde cet endothélium, quand on le regarde en microscopie électronique, on s'aperçoit que sa structure est altérée par rapport à celle d'un endothélium normal, et les effets à court, moyen et long terme de ces altérations endothéliales restent à ce jour à définir. En revanche, les techniques sont parfaitement efficaces pour assurer le maintien de l'intégrité de la matrice extracellulaire, dont vous voyez ici les différents constituants, collagène, protéoglycane, je n'insiste pas. Ce qui est important avec ces techniques de décellularisation, c'est qu'elles ont dans un premier temps été essentiellement appliquées à des cœurs de rongeurs et plus récemment à des cœurs de mammifères, ici un porc, dont la taille se rapproche naturellement davantage de celle d'un cœur humain. Le vrai problème en réalité, ce n'est pas tant de décellulariser un cœur, c'est de le recellulariser. Et cette recellularisation, elle pose deux problèmes, au moins. Un, quel type de cellules? Deux, comment les transfère-t-on? Alors, certes, le cœur est une pompe, mais il ne faut quand même pas oublier que les cellules contractiles ne représentent que le tiers de la population cellulaire générale du cœur, et que par conséquent, quand on parle de recellularisation, il ne faut pas exclusivement penser en termes de cardiomyocytes, il faut penser aussi en termes de fibroblastes et de cellules vasculaires. Pour ces deux types cellulaires, le problème peut être considéré comme à peu près réglé, dans la mesure où on sait déjà, par un petit prélèvement cutané et veineux à l'avant-bras, récupérer chez le patient des fibroblastes et des cellules vasculaires et les utiliser, comme vous le voyez ici, pour faire des tubes qui, en l'occurrence, ont été utilisés chez des patients insuffisants rénaux
pour fabriquer des fistules artério-veineuses. Le vrai problème, naturellement, ce n'est pas tant le fibroblaste ou la cellule vasculaire, c'est la cellule contractile, le cardiomyocyte. Alors qu'est-ce qu'on a comme source à disposition dans la vraie vie pour aller mettre des cellules contractiles sur cette matrice ainsi décellularisée? Alors bien sûr, la première source à laquelle on pense, c'est la plus attirante sur le plan théorique, c'est la cellule souche cardiaque. Alors vous voyez ici un protocole qui existe, qui consiste à faire une biopsie endomyocardique, comme celle qu'on fait régulièrement pour le dépistage des rejets chez les transplantés, avec prélèvement d'un petit fragment de ventricule droit, isolement des cellules souches cardiaques, à supposer qu'elles existent, et utilisation. Utilisation à quelle fin? Dans le cas particulier, à des fins de réinjection par voie intracoronaire. Ce sont 3 études de thérapie cellulaire qui sont actuellement en cours aux États-Unis ou au Japon. Mais dans le cadre de l'organe autoconstruit, il s'agirait donc de récupérer chez le malade ces fameuses cellules souches cardiaques et puis de les utiliser pour aller repeupler la matrice. Le problème, c'est qu'on n'est pas certain que ces cellules existent, ou du moins qu'elles existent chez l'adulte. Et ce doute, il vient de nos collègues de chirurgie cardiaque pédiatrique, qui ont très bien montré, en faisant des biopsies de myocarde à différents âges de la vie, qu'on trouve en période néonatale, dans des fragments de myocarde, des cellules qui expriment effectivement des marqueurs de cellules souches, mais qui disparaissent très vite au fil des années. Et je dois dire que moi, au cours de pontage coronaire, donc chez des malades qui pourraient être les candidats potentiels à cette technique, j'ai aussi prélevé des fragments de myocarde et que notre anatomopathologiste n'a jamais trouvé la moindre cellule exprimant un marqueur de cellules souches. Deuxième source potentielle, toujours dans l'autoconstruction, c'est la cellule somatique induite à la pluripotence dont il a déjà été question. Jean-Michel Dubernard a rappelé un fibroblaste cutané ou même un follicule pileux, une transfection par des gènes, plus volontiers plutôt maintenant par des facteurs de croissance ou même des petites molécules, et cette cellule qui est ramenée à un état pluripotent voisin de celui de la cellule souche embryonnaire et qui est ensuite redifférenciée vers un phénotype de cardiomyocyte. Ça, c'est quelque chose qui est faisable en laboratoire, mais là encore, si on veut regarder les choses en face, force est de reconnaître que l'enthousiasme suscité par ces fameuses cellules induites à la pluripotence a récemment été tempéré par toute une série de publications montrant, d'une part, que ces cellules présentent une fréquence très élevée d'altérations génétiques et épigénétiques par rapport aux fibroblastes dont elles sont issues, et d'autre part, comme l'a rappelé Jean-Michel Dubernard, et ça c'est vraiment le paradoxe et la déception, bien que venant du patient lui-même, ces cellules seraient potentiellement immunogènes, car le processus de reprogrammation est susceptible de faire exprimer des gènes qui sont identifiés comme étrangers. On est un peu dans un contexte de maladie auto-immune. Troisième possibilité, toujours dans l'autoconstruction, qui est une extension de la précédente, c'est la conversion directe, sans passer par l'étape de la pluripotence, la conversion directe de fibroblastes cutanés en cellules cardiaques contractiles, en cardiomyocytes. On en est vraiment au tout début, et vous voyez qu'on est loin du but, puisque dans l'une des quelques études publiées, les cellules cardiaques ainsi générées ont un phénotype atrial et non pas, bien entendu, ce qu'on souhaiterait, un phénotype ventriculaire. Donc, dernière source possible, on en revient à nos cellules souches embryonnaires préorientées pour devenir des progéniteurs, sauf qu'on n'est plus dans l'autoconstruction, on est dans l'organe alloconstruit. Alors, de fait, l'étude du développement cardiaque montre qu'on peut effectivement, en simulant in vitro les étapes normales de la cardiopoïèse, on peut générer des progéniteurs qui sont définis par l'expression de cet antigène SSEA1 et qui sont capables de donner naissance, en réponse à des signaux appropriés, à des cardiomyocytes. Ce sont d'ailleurs ces progéniteurs que nous, on utilise dans le cadre de la future thérapie cellulaire utilisant les cellules souches embryonnaires. Et vous voyez qu'effectivement, ces progéniteurs donnent naissance à des cardiomyocytes qui expriment ici en vert les protéines contractiles, et si on les laisse évoluer, eh bien voilà le type de contraction que l'on peut obtenir. Alors, ces progéniteurs ont été effectivement utilisés pour repeupler
des matrices extracellulaires. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ça marche très bien, en ce sens que vous avez l'expression de différents marqueurs cardiaques, à gauche la troponine T, à droite NKX 2.5, qui est un autre marqueur, et que par conséquent, on peut obtenir, avec ces progéniteurs, un repeuplement à peu près correct en cellules contractiles de la matrice, du moins chez le petit animal. Le deuxième problème de la recellularisation, qui est loin d'être réglé, c'est celui du transfert des cellules. Alors, c'est relativement plus facile de transférer le contingent vasculaire, parce qu'on peut perfuser les cellules à destinée endothéliale. C'est beaucoup plus compliqué de repeupler le parenchyme lui-même. Ça a été fait à ce jour par des injections intramurales. L'expérience de la thérapie cellulaire nous a appris que l'injection est sûrement la plus mauvaise méthode de transfert des cellules, puisque par définition même, elle prédispose les cellules à mourir. Donc vous voyez qu'il y a encore du travail à faire pour optimiser les techniques de transfert, et c'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle, actuellement, la force contractile d'un cœur ainsi reconstitué représente 2% de la force contractile d'un cœur normal, donc on est loin du compte. Enfin, je passe rapidement sur bien d'autres problèmes qui ne sont pas réglés. Le principal d'entre eux étant peut-être celui de l'organisation des cellules. Le cœur, ne l'oublions pas, est un organe anisotrope, c'est-à-dire que la fonction des cellules contractiles dépend de leur orientation. Donc non seulement il faut correctement pouvoir les transférer sur la matrice, mais il faut s'assurer qu'elles vont récupérer une architecture tridimensionnelle compatible avec une contraction efficace, et là on est encore très loin du compte. Alors je ne voudrais pas vous laisser quand même sur une impression négative, car si le remplacement complet du cœur semble aujourd'hui une perspective, disons au mieux très très lointaine, il ne faut pas injurier l'avenir en disant ça ne se fera jamais, disons très très lointaine. En revanche, la poursuite de cet objectif a eu pour conséquence la stimulation des techniques d'ingénierie tissulaire, avec comme retombée des remplacements qu'on pourrait appeler partiels, des auto-reconstructions partielles du cœur. Et pour terminer, je vais vous en donner 3 exemples. Premier exemple, celui des valves cardiaques. On sait très bien prélever des cellules chez un patient, ensemencer une matrice qui maintenant, par les simulations numériques, a été vraiment conçue pour ressembler à 3 valvules aortiques, en l'occurrence. Ensemencer donc cette matrice, cultiver le tout dans un bioréacteur et arriver à un produit qui est implantable et qui de fait a déjà été implanté chez beaucoup d'animaux, et même dans certains cas, même si les résultats au départ ne sont pas extraordinaires, même dans certains cas chez l'homme. Voilà par exemple l'aspect de ces valves selon qu'il s'agit d'une matrice d'origine animale ou d'une matrice polymérique. Là, il y a un vrai besoin médical qui est le remplacement valvulaire chez l'enfant, qui n'est pas aujourd'hui résolu, et on peut raisonnablement penser que cette auto-reconstruction partielle des valves n'appartient pas à la science-fiction. Deuxième exemple, celui des conduits vasculaires. C'est un peu une extension de la précédente. Vous savez qu'un des problèmes non réglés de la chirurgie des cardiopathies congénitales est celui du remplacement de la voie d'éjection du ventricule droit, pour lequel les substituts dont on dispose aujourd'hui ne donnent pas satisfaction. Là, on peut parfaitement imaginer le diagnostic de ces cardiopathies étant habituellement fait avant la naissance, de récupérer à la naissance les cellules de cordon, cellules endothéliales ou cellules mésenchymateuses, d'ensemencer une matrice polymérique qui va se résorber plutôt qu'une matrice animale, et avoir ainsi une vraie reconstruction de la voie pulmonaire par un conduit autologue, vivant et fonctionnel. Là encore, on n'est pas dans la science-fiction. Je vais vous montrer un exemple tiré donc des travaux du laboratoire, non pas encore avec un tube trivalvulé, comme l'est la valve pulmonaire, mais avec un patch qui est interposé entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et vous avez là un patch qu'on peut dire contrôle, c'est-à-dire qui correspond en gros à ce qui se fait aujourd'hui en chirurgie cardiaque et pédiatrique, un patch en péricarde avec une valvule en Gore-Tex. Le modèle, c'est l'agneau en période de croissance. Qu'est-ce qu'on constate au bout de quelques mois ? On constate une architecture qui est vraiment pas très belle, totalement désorganisée, avec des calcifications péricardiques. Alors maintenant, on prend un patch qui est constitué d'un biomatériau qui va se résorber, qui est ensemencé avec les propres cellules mésenchymateuses de l'agneau qui ont été prélevées au moment de sa naissance.
patch implanté dans les mêmes conditions entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et voici au bout de quelques mois ce que vous observez, c'est-à-dire après résorption du patch, une restitution pratiquement normale d'une paroi d'artère pulmonaire. Donc là encore, dans ce domaine-là, on n'est pas dans la science-fiction. Enfin, troisième exemple, celui des défauts pariétaux. Défauts pariétaux parce qu'on a réséqué une tumeur ou une zone anévrismale post-infarctus. Et là, on revient à des matrices extracellulaires décellularisées. C'est encore plus simple. Il suffit de coudre cette matrice sur la périphérie du défaut pariétal et de par les signaux à la fois chimiques mais aussi physiques émis par la matrice, vous allez avoir une attraction des cellules du cœur natif, des myofibroblastes, des cellules endothéliales, qui vont venir coloniser cette matrice et reconstituer une paroi quasiment normale, alors même que la matrice aura disparu. Donc la conclusion, c'est que nous ne sommes pas des poissons zèbres, malheureusement. Cet animal qui, comme vous le savez, quand on ampute son cœur du tiers, est capable en 2 mois à peu près de le reconstituer. Nous ne sommes pas des poissons zèbres. La fabrication de ces cœurs autoconstruits paraît, vous l'avez vu quand même, une entreprise plus que difficile, avec de multiples problèmes non réglés dont personne ne peut affirmer qu'ils le seront un jour. En revanche, ce qui est tout à fait clair, c'est que si ce remplacement complet paraît donc une perspective pour le moins hasardeuse, il n'en est pas de même de ces remplacements partiels, des différentes pièces en quelque sorte du cœur, qui pour certaines d'entre elles sont déjà rentrées dans la pratique, ou du moins rentreront dans un futur proche. Je pense enfin, pour terminer, qu'il est important de souligner qu'il s'agit bien d'approches complémentaires qui, en nulle façon, ne doivent se substituer bien sûr à la transplantation cardiaque qui reste la référence et qui ne doivent pas conduire à baisser la garde devant la stimulation du don d'organes. Merci. Monsieur Jandot, merci beaucoup. Bravo Philippe pour cet exposé merveilleux, comme d'habitude, après lequel il est difficile de parler, de retrouver des critiques ou des remarques. Une petite remarque quand même sur l'importance de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance cardiaque accessible à ce type de thérapeutique. L'insuffisance cardiaque dont tu as fait état, c'est l'insuffisance cardiaque en général. La moitié simplement, c'est pas dysfonction systolique. Et la moitié de cette dysfonction systolique, au plus, étant à voir avec des traitements qui peuvent relever du remplacement d'organes. Il y a de plus en plus, tu le sais, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie générale du sujet âgé et qui ne relève pas ni de la transplantation, ni de l'organe auto-formé. Donc pour ce qui est de la part qui revient à la transplantation cardiaque et qui peut être traitée par la transplantation cardiaque et dans lequel donc, cette technique serait en concurrence, il y a une autre technique qui avance, qui est l'assistance mécanique, qui, elle, explose et fait des progrès de façon draconienne. Est-ce que, vu les efforts qu'il faut faire pour arriver à un organe autoconstruit tel que nous les a racontés, est-ce que tu penses que ça vaut la peine de se lancer là-dedans ou est-ce que tu penses que l'assistance circulatoire va permettre de régler un certain nombre de problèmes? Ma proximité avec Alain Carpentier fait qu'il me serait quand même difficile de ne pas souhaiter le succès du cœur artificiel totalement implantable. Je pense en revanche qu'il est important, comme le disait M. Bismuth tout à l'heure, de poursuivre cet objectif à cause de ses retombées. Et ces retombées, je vous en ai donné quelques exemples, ce sont les techniques d'ingénierie tissulaire qui sont donc applicables à ces remplacements partiels, même si on n'arrive pas effectivement à terme au remplacement complet. Mais il est évident, et tu as raison de le souligner, qu'on ne peut pas sous-estimer l'importance que va peut-être prendre dans les années qui viennent l'implantation d'un cœur artificiel total. Même si on n'y arrive pas, c'est peut-être pas si dramatique que ça. Il y a une étape intermédiaire ou une association de techniques qui est utile pour faire un corps auto-formé, qui est la cardiomyoplastie cellulaire. Donc la question que je voudrais te poser, c'est par rapport à la cardiomyoplastie cellulaire, quel est l'avantage de rentrer dans cette complication, d'avoir un organe autoconstruit avec une structure ou artificielle ou extérieure? Bon, alors, je peux te donner 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que je n'en sais rien. Le deuxième, c'est que tu sais mieux que moi que l'insuffisance cardiaque, c'est quand même un continuum avec des formes de gravité diverses. Je pense que même si un jour la thérapie cellulaire se révèle efficace, elle ne marchera pas sur des formes qui sont très évoluées. On ne pourra pas régénérer les 3/4 du cœur.
Donc, pour des formes qui échappent au traitement médical, qui échappent aux thérapeutiques classiques, la thérapie cellulaire va peut-être trouver sa place, mais si on passe au degré supérieur de gravité, là où il faut quand même changer une partie de l'organe, alors là, on serait plutôt dans les indications du cœur autoconstruit ou de la transplantation. Donc c'est un problème, à mon avis, d'indication liée à la gravité du stade de la maladie. Si je comprends bien ta réponse, la cardiomyopathie cellulaire n'est pas susceptible de permettre à un cœur qui ne fonctionne plus de fonctionner de façon suffisante pour qu'il n'y ait plus besoin de... Non, je ne pense pas, mais je pense que si la thérapie cellulaire permet de gagner 7-8% de fraction d'éjection chez certains patients et de faire en sorte qu'alors qu'ils étaient confinés au lit, ils peuvent à nouveau faire le tour du pâté de maison, on n'aura pas complètement perdu notre temps. Et la dernière question, si je peux, c'est à propos de l'utilisation de la cellule de souche ou de la cellule qu'il faut utiliser pour arriver à faire une cellule différenciée qui soit efficace et qui est un même problème pour la cardiomyopathie cellulaire ou pour l'organe autoconstruit. Si on prend une cellule différenciée, qu'on dédifférencie, qu'on redifférencie, tu l'as dit, il y a des problèmes de cancer. C'est les cellules, toute origine cellulaire nécessite un temps de travail absolument énorme. Donc ma question, c'est, étant donné ton expérience, est-ce que tu as des idées sur le temps qu'il va falloir, quand on aura optimisé toutes ces techniques de différenciation, pour obtenir des cellules efficaces? Ou est-ce que tu imagines qu'il y aura toujours un temps minimal butoir contre lequel on ne pourra descendre et qui fait que ces techniques-là devront être appliquées non en urgence mais en semi-urgence? Alors, là, la réponse, elle est plus facile. Elle est oui. Bien sûr que ça ne pourra s'adresser qu'à des patients qui ne sont pas trop pressés de recevoir leur organe. Parce que même si tu pars de cellules allogéniques venant de banques, donc tu simplifies déjà les stratégies de culture, de cellules autologues, etc., tu auras toujours le temps de l'ensemencement de la matrice, et aujourd'hui on est plutôt dans les 4 à 6 semaines. Bon. Tu auras ensuite le temps des contrôles qualité, puisque on a l'air d'oublier les exigences réglementaires, mais enfin, même le jour où on aura le cœur autoconstruit et qu'on ira à l'AFSAPS, il nous faudra je ne sais pas combien d'années pour pouvoir convaincre les gens du réglementaire. Donc tu auras toujours une étape contrôle qualité. Donc clairement, ça s'adresse à des formes chroniques. Et à mon avis, on est sur 2 à 3 mois, entre le moment où on prendrait la décision et le moment où on serait prêt à l'implanter. Merci, messieurs. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Loisance. Oui, il faut naturellement féliciter Philippe pour sa très belle présentation. Tu n'as pas directement répondu à la question qui t'était posée, en particulier sur l'intérêt de l'assistance mécanique de la circulation, qui a révélé un potentiel de récupération formidable du myocarde malade. Alors pourquoi ne pas combiner tout cet formidable effort qui est fait dans les techniques de thérapie cellulaire aux techniques d'assistance mécanique de la circulation pour optimiser précisément ces techniques de récupération? Il y a au moins 5 études actuellement en cours qui explorent ce concept. Donc on verra les résultats. Mais il y a 5 études au moins qui sont enregistrées dans le listing international des essais cliniques et où une assistance mécanique est couplée à une thérapie cellulaire. L'intérêt du modèle étant naturellement qu'au moment de la transplantation, le cœur explanté peut faire l'objet d'un examen anatomopathologique et on peut alors pour le coup voir ce que sont devenues les cellules. Donc c'est une approche qui est actuellement en cours d'évaluation. Monsieur Godot. Oui, je voulais faire une remarque en ce qui concerne la progression du nombre de cas d'insuffisance cardiaque. Cette progression géométrique, elle est pratiquement parallèle à celle de la durée d'âge. Par conséquent, ces insuffisances cardiaques qui se développent, c'est des sujets de plus en plus âgés. D'autre part, comme Jondot l'a fait remarquer, un grand nombre sont dus à des insuffisances cardiaques diastoliques et pas systoliques, pour lesquelles la fraction d'éjection n'intervient pas. Et d'autre part, ce qu'on sait de l'évolution de ces insuffisances cardiaques diastoliques, c'est que les gens ils ne meurent pas d'insuffisance cardiaque, ils meurent du contexte. Alors, ça diminue peut-être le nombre d'indications de potentiel. Alors, est-ce que l'âge est une limite dans ces premières questions, dans ces tentatives? Et deuxième question, est-ce que l'insuffisance cardiaque diastolique est à exclure du raisonnement? Alors, je ne suis vraiment pas compétent pour vous répondre sur l'insuffisance cardiaque diastolique. En ce qui concerne l'âge, il est évident que
l'âge intervient en rapport avec le caractère invasif de la méthode. On sait très bien qu'on ne va pas aujourd'hui transplanter ni mettre un cœur artificiel à des gens de 70-75 ans. Donc ces patients-là relèveront plutôt de thérapeutiques moins invasives, peut-être d'ailleurs, si on y parvient, des administrations de cellules souches par cathéter. En revanche, chez des gens plus jeunes, il est clair qu'on peut aller vers des thérapeutiques plus agressives. Donc l'âge n'est pas en soi une contre-indication, mais il est un facteur qui va moduler le caractère plus ou moins invasif de l'intervention. Monsieur Loger. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter chaleureusement Philippe Ménacher pour le brio de son exposé et de ses travaux. J'ai néanmoins une ou deux petites questions à lui poser. Au terme de ces recherches extrêmement exigeantes, extrêmement difficiles, on a l'espoir de disposer un jour d'un nouveau cœur autoconstruit. Mais est-on bien certain qu'il sera totalement dénué de pouvoir immunogénique et qu'il ne sera pas éventuellement soumis à un risque de rejet? Car si on considère les différentes étapes de votre processus, je vois d'abord qu'il nous faut un organe cible, au mieux un organe allogénique, au pire peut-être xénogénique, et qui risque tout de même, en dépit d'une excellente décellularisation, laisser une matrice qui soit immunogène. C'est une première question. Et deuxièmement, lorsqu'on aura repeuplé cette matrice avec les cellules que vous nous avez bien décrites, dont certaines sont des pluripotentes et devront être sujettes à reprogrammation, est-ce qu'une fois reprogrammées, on n'aura pas en face de soi des cellules de nouveau immunocompétentes et par conséquent susceptibles de déclencher un rejet? Je crois que vous pointez là un problème réel. Je pense qu'effectivement, on aurait un problème de rejet parce que, comme j'ai essayé de vous le montrer, il paraît difficile de pouvoir reconstruire un cœur avec des cellules d'origine purement autologue. Donc clairement, on aura ce problème de rejet. C'est aussi des raisons pour lesquelles je reste quand même très très sceptique sur la réalité de ce cœur autoconstruit, mais je le répète, on peut poursuivre cet objectif avec simplement l'idée qu'en cours de route, on va développer les techniques d'ingénierie tissulaire et finalement parvenir de façon plus modeste à des objectifs qui, pour autant, rendront service aux patients. Si finalement, demain, plutôt que de mettre une valve mécanique avec les anticoagulants ou une bioprothèse qui se calcifie vite chez un enfant de 10 ou de 12 ans, on peut le faire avec ses propres cellules, parce que ça, c'est pas de la science-fiction, sur une matrice polymérique trifoliée, si on peut faire une valve et l'y implanter, on aura déjà finalement un effet très positif de cette poursuite du cœur autoconstruit, même si l'objectif ultime n'est pas atteint. Mais pour ce qui serait, je mets bien le conditionnel du cœur autoconstruit, je suis complètement d'accord avec vous, je ne crois pas qu'on puisse, dans l'état actuel des connaissances en tout cas, envisager une origine purement autologue, donc on passe dans l'allogénique, donc on passe dans le rejet et les problèmes d'immunosuppression ou d'immunomodulation. Vous voulez poser une question, monsieur? Oui, d'abord je voudrais féliciter Philippe Ménacher de cette remarquable communication et mise au point. Et pour rester dans ce qui vient d'être dit, sur la valve de bioingénierie, est-ce que tu penses que son avenir est pour quelques années ou encore pour un futur lointain? Ah non, je crois que c'est vraiment quelques années. L'une des équipes les plus avancées est en Suisse et ils avancent très vite. On sait parfaitement maintenant, grâce à l'ordinateur, modéliser la géométrie très précise. En l'occurrence, c'est la valve aortique dont il s'agit, c'est pas de la valve mitrale. Donc des 3 valvules. On sait, alors là, ce sont des techniques bien maîtrisées, prélever les cellules chez l'enfant et ensemencer la matrice, cultiver le tout en bioréacteur, sont des choses qui existent déjà. Et d'ailleurs, dans le cas particulier, c'est intéressant parce qu'on n'est même pas sûr que le choix des cellules soit vraiment critique. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se poser toutes ces questions de cellules pluripotentes, etc. On pense, les travaux suggèrent que des cellules mésenchymateuses de l'enfant
donc finalement des cellules assez banales peuvent suffire. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont être là que pour attirer ses propres cellules à lui, les cellules circulantes, et que de toute façon elles vont disparaître en quelques semaines. Donc elles sont là juste au départ. Et ce phénomène est également valable pour l'adulte. Ce phénomène serait valable effectivement pour l'adulte, sauf que le besoin médical, il est quand même moins prégnant. Parce que chez quelqu'un qui a 70 ans, lui mettre une bioprothèse, finalement, ça marche très bien. Donc pourquoi se compliquer la vie? En revanche, je pense que, enfin oui, qui peut le plus peut le moins. Mais enfin, le besoin aujourd'hui et l'indication ciblée, c'est quand même l'enfant et l'adolescent. Merci beaucoup. Y a-t-il Monsieur Hauve? Monsieur, je voudrais vous poser une question. Après les techniques de décellularisation et de recellularisation, qu'en est-il du tissu de conduction cardiaque? Je ne sais pas, vous avez peut-être vu, c'est passé très vite, mais dans les problèmes non réglés, j'avais mis l'organisation spatiale et naturellement l'innervation. On ne sait absolument pas. Absolument pas. C'est un problème qui n'est pas réglé du tout. Et l'asservissement de la fréquence cardiaque est un des problèmes qui, à ce jour, n'a absolument pas été abordé et qui, naturellement, se poserait. Donc, je ne sais pas s'il y aurait une régénération du tissu de conduction. Il n'y a aucun travail aujourd'hui qui permet, en tout cas... Merci beaucoup, messieurs. Merci.